Voilà, on peut commencer. Merci d'être là pour cette conversation en compagnie d'un compositeur français qui a de plus en plus de succès d'ailleurs, que l'on connaît de plus en plus et qui nous fait l'honneur au Festival de Gand d'être là pour répondre à mes questions et mais aussi à vos questions, puisque nous allons avoir une conversation ensemble durant 1 heure environ, et puis vous aurez le loisir de poser toutes les questions que vous voulez. Alors, ce compositeur qui est un compositeur qui travaille souvent pour François Ozon, mais aussi pour Christian Carillon, même pour Danny Boone. Rappelez-vous, Bienvenue chez les Ch'tis, ben, c'est lui. Eh bien, c'est Philippe Rombi. Philippe Rombi qui nous fait l'honneur d'être là et aussi qui sera mis à l'honneur demain lors du concert des Words on Tracks Awards. Philippe Rombi est là et je vous propose de l'accueillir en applaudissant. Alors, Philippe, vous êtes prêt pour une longue conversation? Mais avec vous, toujours. Alors, ça va. Et prêt pour répondre aux questions du public? C'est avec grand plaisir. En anglais, bien sûr. Mais bien sûr, voyons, dans toutes les langues. La langue de la musique surtout, Voilà. et celle du cœur. Alors, on va faire connaissance, évidemment, puisque peut-être que tout le monde ne vous connaît pas. Vous connaissez vos musiques, mais pas en tant que personnage. Alors, je vous propose d'ailleurs de commencer par nous dire comment vous êtes tombé dans la potion de la musique de film, et surtout, Je vois où vous voulez en venir. quelle est votre formation musicale? Comment vous en êtes arrivé là? C'est long, hein? C'est une longue histoire. Oui, vous avez du temps. Et oui, j'ai le temps. Bon. Non, je suis arrivé là par un besoin de m'exprimer par la musique, d'exprimer des émotions par la musique. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, ça a commencé à mon plus jeune âge. Donc j'avais besoin comme un journal intime, de poser sur mon piano des émotions que j'avais ressenties dans la journée. Il y avait un piano à la maison, donc je rentrais de l'école, j'avais besoin, oui, à tout petit, vraiment, oui. Donc c'est parti en autodidacte, vraiment, puisque le piano était là, mais je n'avais pas encore pris des leçons. Donc j'avais besoin juste d'improviser, je faisais des choses. Alors je sais pas, je ne peux pas vous dire ce que c'était vraiment. Je préfère même pas. Mais au départ, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était voilà, des improvisations diverses qui se sont améliorées au fil de mon âge, au fil de mes écoutes, au fil du temps, et jusqu'à ce que je prenne vraiment des cours de musique. Et après, j'ai fait le conservatoire, j'ai évidemment une formation classique de pianiste, musique de chambre, direction d'orchestre, etc. Enfin bon, voilà, des études complètes. Mais on n'arrive pas nécessairement à la musique de film. Comment vous en êtes arrivé là? Euh, Rencontre avec un réalisateur ou déjà Pas si tôt. D'abord, la passion du cinéma, qui est arrivée très, très jeune. Donc, je faisais des soirées chez moi de projection pour des copains. Donc, on passait toute la nuit à voir des films. Et après, j'ai continué à vouloir exprimer des sentiments et raconter des histoires en musique. Donc, la passion du cinéma, la passion de la musique, la passion de s'exprimer en musique, euh, le lien aussi entre la découverte de la musique symphonique grâce à mes études, la musique à programme, Stravinsky, Prokofiev, Ravel, les poèmes symphoniques, tout ça c'est mélangé. La découverte très jeune de la collection de vinyles qu'avait mon frère, grand frère de 12 ans de plus que moi, donc j'allais lui piquer en cachette les disques de sa collection. Et il y avait beaucoup de musique de film, donc je suis tombé amoureux très jeune aussi des disques de musique de film, et ce langage-là m'a touché. Quelles ont été alors, puisque vous en écoutiez beaucoup, vos influences musicales en musique de film? En musique de film, bon, John Williams, je dirais en tête de liste, parce qu'il y avait des disques de John Williams, et que finalement ça faisait le lien avec ce que j'aimais entendre aussi dans la musique classique. Il y avait une passerelle, je me suis dit, mais donc on peut ce langage-là qui me touche, qui m'est familier, même quand j'improvisais, etc., ça existe toujours aujourd'hui. Ce ne sont pas que des musiques anciennes. On peut aussi s'exprimer avec un langage comme ça, romantique, post-romantique, moderne aussi. Enfin, tout le champ des possibles s'offrait à moi en découvrant à la fois John Williams, en découvrant aussi des compositeurs comme Michel Legrand que je voyais à la télévision quand j'étais petit parce qu'il faisait quelques émissions. Et je me disais, ben tiens, on peut être donc
pianiste, mais jouer sa musique. Parce que vous savez, quand vous êtes petit, finalement, on n'est plus au temps de Chopin et Liszt. Aujourd'hui, on achète un disque et c'est surtout l'interprète qui est en grand sur le disque. Donc les pianistes jouent la musique des anciens, des classiques. Alors, je croyais toujours que je ne pourrais jamais, que j'avais envie d'être pianiste, mais que j'allais jouer du Chopin. J'étais très honoré, très heureux. Je l'ai fait un petit peu à mes débuts. Mais avec des gens comme Lalo Schifrin, comme Michel Legrand, j'ai vu qu'on pouvait jouer sa musique aussi, être acteur de sa musique, diriger sa musique. Quand j'ai vu John Williams, etc., j'ai vu qu'on pouvait vraiment s'exprimer pleinement de nos jours en faisant de la musique sérieuse, de la musique pour orchestre, etc. Donc, on a parlé de votre formation musicale, de vos influences musicales, et aussi comment... Il n'y a pas eu que John Williams, bien sûr, John Barry, c'est le maître, Jerry Goldsmith, Herman, et bien sûr, plein d'autres, bien sûr. D'ailleurs, il y a un reportage qui va bientôt sortir sur John Williams sur Disney Channel, qui allait être assez extraordinaire, je pense. Alors, votre formation musicale, vos influences musicales, comment vous êtes arrivé un jour à pouvoir composer en musique de film ? Donc c'était un rêve. Alors à l'époque, aujourd'hui, grâce à ce festival, à d'autres festivals, à des classes de musique de film qui se sont ouvertes, des ateliers, il y a plein de choses aujourd'hui. Quand j'ai commencé, il n'y avait quasiment rien, si ce n'est UCLA, qui était hors de nos moyens, de notre famille à l'époque. Donc j'ai su qu'il y avait une classe de musique de film à Paris, à l'école normale. Et on s'est renseigné, c'était Antoine Duhamel qui était le professeur. Oh ben ça, c'est pas n'importe qui. Voilà, donc j'ai voulu y rentrer. On m'a dit, il faut déjà être compositeur, il n'ouvre pas sa porte à quelqu'un qui doit apprendre à écrire. Donc j'ai renvoyé quelques œuvres que j'avais composées, donc un poème symphonique, un quatuor avec piano, une sonate pour violoncelle, et puis j'ai attendu la réponse et j'ai eu une réponse favorable. Bienvenue dans ma classe. Donc j'étais heureux d'intégrer cette classe. Vous avez suivi les cours d'Antoine Duhamel alors ? Oui. Quelle chance ! Bon, alors je précise, Antoine Duhamel est un tout grand compositeur de musique de film aussi, qui n'est plus là, mais qui a influencé beaucoup le cinéma français et peut-être dont on ne parle plus assez, je pense. C'est vrai. C'est vrai, on l'a un peu oublié, Antoine Duhamel. Hein. Notamment avec Godard pour Pierrot le Fou. Oui. Et d'autres musiques aussi qui ont une influence classique également dans ces compositions. Oui, et savante. Tout à fait exigeante. Oui. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, nous allons avoir quelques extraits de films choisis. Je vous propose, Philippe Rombi, de regarder et d'écouter surtout, puisque c'est quand même la musique de film qui est à l'honneur, un premier extrait du film « Dans la maison » de François Ozon. Ça date de 2012 avec Fabrice Lucchini, professeur de littérature, Emmanuel Seigné, Esther, qui est la mère du jeune Rafa, et il y a aussi Christine Scott-Thomas. C'est vraiment un trio important dans le film. Et bien sûr, le jeune Ernst Umhauer, qui est un peu le pervers de l'histoire. Alors, en 2 mots, l'histoire de ce film, il s'agit du jeune Claude, donc un jeune adolescent qui est brillant en lettres et qui a fort impressionné son professeur de littérature, qui est Fabrice Lucchini. Il va petit à petit s'insinuer dans une maison, on peut le dire, où siège une famille. Il est ami avec l'adolescent de la famille et petit à petit, il va écrire sur cette famille tout ce qu'il ressent, et même plus que ce qu'il ressent, puisqu'il va observer à la loupe le comportement de ces gens et presque en devenir un petit peu pervers. Alors, ça ne va pas se passer tout à fait bien. Alors, je vous propose de regarder un extrait. C'est un extrait que j'ai choisi vers la fin, où on entend quand même bien la partition, avec Emmanuel Seigné, puisque à un moment donné, il tombe amoureux de la maman, on peut le dire. En tout cas, il est fortement séduit, et il y croit. Il croit qu'elle va fuir avec lui, mais c'est une erreur totale. On regarde donc l'extrait de « Dans la maison » de François Ozon. Extrait de « Dans la maison » de François Ozon.
avec quelques extraits musicaux que j'ai choisis parce que je trouvais qu'ils illustraient bien le film. D'ailleurs, il y a 2 thèmes là-dedans. Il y a le premier avec Fabrice Lucchini qu'on entend avec l'orchestre, et puis le piano qui est très important. Le piano qui est souvent très important dans votre œuvre, Philippe Rombi. Oui, oui, c'est vrai. Alors, je découvre un peu aussi. Hein, c'est vrai que dans la maison, j'ai l'habitude d'entendre toujours le thème principal, qui est juste évoqué ici à la fin, mais pas du tout dans l'orchestration du main theme tel qu'on a l'habitude de l'entendre. Donc ça me remet dans des souvenirs là, que j'avais un peu oubliés. Et le thème principal que vous entendrez dans le concert demain d'ailleurs, oui. Qui est mouvementé avec les cordes ostinato. Oui, puisque je rappelle que vous êtes mis à l'honneur demain à travers ce célèbre concert des World Soundtracks Awards avec notamment Elliot Goldenthal, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Donc demain, on entendra un extrait. Oui, l'autre thème, en fait, le thème oui. Feuilletonnant, comme on dit, celui avec les cordes. Mais celui qu'on entend. Mais plus allant. Celui qu'on entend. Il revient souvent quand même. Qui revient ici, mais d'une manière romantique. Parce que là, c'est un petit peu des variations, sont des variations comme on fait en musique de film souvent, sans qu'on se rende compte vraiment que c'est le même thème, mais en étant tout à fait le même thème. Mais voilà, on essaye de manipuler le spectateur. Et donc là, il y a 2 thèmes différents. Un qui est celui un peu du destin au début avec Lucchini, le tournant du film. Et le deuxième thème qui est en fait le thème principal repris d'une manière adagio, beaucoup plus romantique, pour cette histoire d'amour un petit peu idyllique que se fait notre ami Claude, oui. Claude, le pauvre. Alors comment vous abordez, prenons l'exemple de ce film, la composition d'une nouvelle œuvre comme ça? Comment vous faites? Enfin, vous faites... C'est un peu grand, mais est-ce que vous avez une discussion avec Ozon? Est-ce que vous lisez le scénario? Est-ce que vous regardez le film? Ou tout ça se passe avant, suivant le scénario? Dans ce cas précis, en tout cas, François m'appelle d'abord, il me dit j'ai un nouveau projet, je vais t'envoyer le scénario, est-ce que ça t'intéresse de le lire? Oui, avec plaisir, je suis toujours très, très curieux et impatient de découvrir ce que François me réserve, puisqu'il a le don de me faire des surprises. Il a le don de la variation dans ses thèmes. Hein. Voilà, en tout cas, c'est ça. Ozon, c'est Potiche, il y en a plein. Hein. Potiche, Les Amants criminels, Sous le sable, 5x2, Jeune et jolie, Mon crime récemment que j'ai fait avec lui, qui est encore un autre registre, Angel, qu'on va jouer demain. Enfin, il y en a beaucoup. Beaucoup. Et il en sort un nouveau pour le moment. Aussi. Ouais. Et c'est vrai que c'est une curiosité. Chaque fois que j'ai affaire à lui, je me dis qu'est-ce qu'il me réserve encore. Et donc il m'envoie le scénario, je lis le scénario et je compose une sorte de petite suite de thèmes ou d'idées. Suivant le film, évidemment, ça peut être des thèmes, ça peut être des variations, ça peut être des couleurs différentes, que j'élabore à partir du scénario sans avoir vu aucune image. Donc je lui envoie d'abord cette matière-là. Au piano ? Au piano, mais pas seulement. Non, maintenant on a la chance d'avoir des instruments virtuels. Donc comme j'entends l'orchestration en même temps que le thème, oui, non, mais c'est comme ça. C'est indissociable. J'entends j'ai une idée musicale, mais elle vient avec ce qui va avec. Est-ce que c'est large? Est-ce que c'est intimiste? Est-ce que c'est électronique? Est-ce que c'est symphonique? Voilà, l'idée vient avec la couleur. Donc, je ne peux pas m'empêcher tout de suite de prendre mon ordinateur et de jouer toutes les parties. Et pour faire écouter au réalisateur vraiment la couleur que j'ai en tête. Donc, ce qui est pratique aussi pour exprimer ses idées d'une manière un peu plus précise, et ce qui est formidable aussi pour le réalisateur qui a déjà une idée de l'orchestration et qui va pouvoir se servir même de ces musiques pour son tournage. Donc, il fait écouter mes musiques sur le tournage, et après, il s'en sert dès le début du premier montage image. Et une fois il choisit, lui, les endroits où les morceaux vont aller. Alors parfois même, je mets des titres quand je lui livre une maquette, par exemple. Je mets dans Swimming Pool, je me souviens, j'ai fait la musique avant, et j'avais mis des endroits même du scénario. J'avais mis ça, c'est pour un tel endroit, ça c'est.
Et parfois, le miracle se produit, la musique telle que le morceau a été composé est dans le film, à l'endroit, et il monte dessus. Et ça, c'est une belle récompense. Mais je serais bien prétentieux de dire qu'à chaque fois, je sais ce qui va aller, où ça va aller. Bien sûr que non. J'ai une inspiration générale, la plupart du temps. Je dis, tiens, ça, je sens cette matière-là dans le film, je sens cette couleur-là, je sens que ce thème peut marcher. Je le soumets et après, voilà. C'est la surprise. C'est la surprise. À la première projection, il me fait la surprise. François, il me place des musiques. Et après, il me montre le film en salle de montage. Et là, je commence à dire, bon, non, là, quand même, il faut prolonger ce morceau, il est trop court. Là, l'introduction ne va pas, il faut que je t'en fasse une autre. Et là, on fait le spotting, ce qu'on appelle le spotting, c'est-à-dire de choisir les endroits où vont la musique dans le film, etc. Mais il pleut des notes dans votre cerveau. Oui, il pleut des notes à n'importe quel moment de la journée, la nuit, le jour. Oui, c'est vrai. Non, la musique ne vous laisse jamais en paix. Vous avez tout compris. Oui, les nuits sont courtes parfois. Oui, sauf quand on veut s'endormir, mais c'est... Alors, apparemment, vous aimez les thèmes, un peu le leitmotiv, comme on dit chez Wagner, notamment, c'était fort présent. Vous l'utilisez souvent, le leitmotiv ? Bien, j'ai toujours été amoureux des thèmes parce que quand j'étais un petit enfant, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert la musique de films avec des maîtres comme Williams, Morricone, Barry et les autres. Et j'aimais, quand j'étais au conservatoire, mes copains, mes copines me disaient « Ah tiens, joue-moi le thème de ça ou joue-moi le thème de ça ». Donc étant pianiste, je leur jouais les thèmes de films. Et j'aimais cette idée qu'avec un piano, on puisse évoquer quelque chose de global comme une musique de film, avec un matériau simple et une signature et un souvenir immédiat du film grâce à quelques notes. J'aime cette idée-là. Est-ce que c'est comme ça qu'on travaille l'émotion dans une scène, à votre avis ? Pas forcément. Non, bien sûr que parfois, on n'a pas besoin de thème. Il faut une musique qui suggère quelque chose, une musique de climat, une musique qui vient vous travailler au corps, qu'on ne ressent pas, comme on appelle l'underscore. Ça peut être une tenue même, presque rien, si on la travaille bien. Et si on choisit les sons comme il faut, évidemment, il faut que ça soit toujours intéressant. On ne va pas badigeonner un film avec des nappes insipides. Mais si on prend le temps d'y travailler, ça peut être un travail très intéressant aussi. Et c'est primordial dans un film d'avoir à la fois des passages thématiques et à la fois des passages sans thème, ou alors avec des motifs, des choses beaucoup plus resserrées. Bon, ici dans le film, il y en a des leitmotifs, apparemment, non ? Oui, je suis amoureux des thèmes, et François aussi, donc du coup on s'est bien trouvé pour ça, parce que quand il avait écouté mes maquettes de court-métrage, et c'est comme ça qu'il m'a appelé, il m'a dit « Ce qui est bien avec toi, c'est que tu sais faire des thèmes ». Et moi, j'aime ça. Ça illustre un personnage aussi, voilà. Le thème. Ça illustre un personnage, ça donne une signature à un film aussi, ça... En tout cas, c'est quelque chose bon, ça, je ne sais pas. C'est quelque chose d'un peu inné. Voilà, depuis que je suis enfant, je fais des thèmes. J'ai des cahiers remplis de thèmes. Avant que je fasse du film, forcément, je composais. J'avais besoin de composer. Mais vous aviez quel âge ? Je vous le dirai pas, mais dans un film, j'ai un thème dont je me suis resservi parce que j'avais fait écouter à un réalisateur 4 ou 5 thèmes pour son film. Donc, j'avais composé 3, et je ne sais pas pourquoi, c'est un fait très rare, j'entendais dans ce film un thème que j'avais composé quand j'avais 12 ans. Et je me suis dit, comment ça se fait que j'entends cette mélodie-là dans ce film ? Je ne peux pas ne pas le faire écouter au réalisateur. Donc il est venu à la maison, j'ai joué au piano les 3 thèmes que j'avais fait pour le film, et à la fin, j'ai joué ce fameux thème de mon enfance. Il m'a dit, mais c'est ça qu'il faut. Donc je ne vous dirai pas, personne ne le saura jamais, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais il y a un thème principal d'un des films que j'ai fait, que j'ai écrit dans mes petits cahiers où je mettais les dates. Donc j'ai des cahiers chez moi avec à mes 12 ans, tant de thèmes, à mes 13 ans, tant de thèmes. Voilà, c'est écrit par date comme ça, c'est assez drôle quand je les revois. C'est incroyable, mais c'est bien, c'est formidable d'avoir de tels souvenirs. Voilà. Alors on va passer à un deuxième extrait. Alors cette fois-ci, on plonge directement dans le film d'animation, le dessin animé. Ce n'est pas votre première œuvre de dessin animé, puisqu'il y en a eu d'autres, mais j'ai choisi Astérix
et Le secret de la potion magique d'Alexandre Astier et Louis Clichy, sorti en 2018. On va écouter ce qui illustre pour moi très très bien le film, évidemment. C'est le générique du début. Alors, Panoramix, le druide, a cassé son pied, où il a une grosse foulure à la cheville. Que va-t-il faire? Comment va-t-on pouvoir dorénavant aller cueillir le gui en haut de l'arbre avec sa serpe? Qui va pouvoir composer la potion magique comme il le fait? C'est toute l'histoire du film. Et on regarde le générique du début, Philippe, et puis on parle justement de cette technique de composition par rapport au film d'animation et de l'orchestration aussi. J'aimerais bien qu'on en parle. Alors bon, Astérix et Obélix, Le secret de la potion magique, c'est... Ceux qui ne l'ont pas vu peuvent le voir sur Netflix. Moi, je peux dire que mes petits-enfants en raffolent. Donc, on le regarde souvent, je connais. Alors, qui va détenir la potion magique, c'est tout le secret du film. Et c'est très amusant, d'ailleurs. C'est bien trouvé. Non, on ne le dira pas. Très belle réalisation de Astier, d'ailleurs. Et Louis Clichy. Ouais, vraiment très réussi comme dessin animé. Et votre musique, Philippe Rombi. Alors là, on est dans le film d'animation. Autre technique, autre genre. Comment doit-on faire pour justement un dessin animé, puisque j'ai l'impression que là, les thèmes doivent être beaucoup plus récurrents, la musique un peu plus présente peut-être. Comment on procède pour ce genre de film, de technique? Là, on a le deuxième film, parce que le Oui, premier, c'est le domaine des dieux, oui, que j'avais enregistré d'ailleurs avec le Philharmonique de Bruxelles. Et celui-là, c'est avec le London Symphony Orchestra. Et... on retrouve ici, en revoyant le générique avec vous, la scène d'ouverture, je réentends les thèmes évidemment qui étaient dans le premier opus. Ah, vous avez choisi justement de garder certains thèmes? C'est-à-dire que quand j'ai composé la musique du premier, je ne savais pas qu'il y aurait d'autres films. J'espérais peut-être qu'on puisse construire quelque chose avec des thèmes qui reviennent, etc., à la manière d'Indiana Jones, où vraiment il y a une vraie Ce qui est envie, récurrent, en fait, oui, voilà, de créer des thèmes, ou dans des sagas comme Star Wars, on rajoute des thèmes nouveaux à chaque fois. J'aime cette idée, en tout cas. Et donc, quand on m'a rappelé pour le deuxième, la première question que j'ai posée, c'est ça, c'est est-ce que vous voulez faire Reset All et puis repartir sur une nouvelle musique totalement inédite, ou est-ce que vous voulez qu'on construise quelque chose en retrouvant le thème d'Astérix, en retrouvant le thème d'Obélix, etc. Et ils m'ont dit, ah non, ça serait bien, on aimerait. Donc j'ai dit, alors je viens. Alors c'est OK. Parce que c'était un peu la condition. J'avais envie vraiment de créer quelque chose, voilà, de créer une partition évolutive. Voilà, donc on retrouve là, je me souviens de motifs, mais bon, il faut le savoir, il faut avoir vu le premier pour comprendre que pim papam papim pam plam plam, c'était dans la cueillette dans l'autre film, et c'est pour ça qu'on le retrouve qu'en Panoramix, etc. Est-ce que la musique est plus présente dans un dessin animé? Oui, en tout cas, elle a le droit et la fonction d'illustrer un peu plus l'image, alors que dans la fiction normale, on souligne pas les mouvements, on peut le faire, mais ça s'est fait à une époque, à l'âge d'or d'Hollywood, on soulignait tout, parce que évidemment la bande son aussi était moins, la technologie, le son du film était moins important, on était en mono, il fallait tout un petit peu élargir, souligner, aider le spectateur à lui faire ressentir tout, alors qu'aujourd'hui la musique peut intervenir que dans les moments vraiment importants, utiles. Oui, dans le dessin animé, c'est souvent dans très important. Animé, voilà, c'est ce qui est formidable avec cet exercice. Ça m'a beaucoup amusé parce qu'on peut se permettre des choses qu'on ne fait jamais dans la fiction. Un Mickey Mousing comme celui-là, on ne le fait plus, et c'est assez amusant à faire, enfin, difficile aussi, parce qu'on est à l'image près. On reçoit d'abord des animatiques, ce qu'on appelle, ces sortes de storyboard animés où il manque plein de phases d'images, donc c'est assez saccadé, c'est des plans comme ça qui avancent, donc il faut se projeter la fluidité que va avoir l'image après. Il manque des éléments. Donc, pour nos spectateurs ici, peut-être parler du Mickey Mousing, qu'est-ce que c'est? Le Mickey Mousing, c'est un peu la technique d'accompagner par la musique chaque
action, chaque mouvement de l'image, chaque geste même. Quelqu'un va tomber, à un moment donné, un personnage court et tombe, et pendant qu'il court, il va y avoir... Et puis à un moment donné, il va tomber, il tombe, il se relève, il est un peu sonné, et puis finalement ça va mieux, et il remet à courir. Voilà. Donc c'est vraiment un travail à part quand même, hein, oui, le dessin animé. Oui, bien sûr, bien sûr. On n'est pas obligé de faire tous les dessins animés de cette façon. Dans Astérix, il y a des moments où on ne fait pas de Mickey Mousing parce que c'est pas la peine. Là, dans cette scène d'ouverture, bien sûr, ça s'y prête. On s'amuse avec les personnages, on s'amuse avec les plans, avec ces sangliers, avec les réactions. C'est tourné pour, c'est monté pour. Et c'est ce que voulaient aussi les réalisateurs, donc on s'est amusé. Et l'orchestre aussi s'est amusé, je peux vous dire, pour enregistrer. C'était quel orchestre en fait? Là, c'était le London Symphony Orchestra. Ah oui, vous avez de la chance, vous. Oui, hein oui. Le London Symphony Orchestra, c'est quand même l'orchestre de la musique de film. Hein. Abbey Road peut-être aussi? Abbey Road, tout à fait. Oui. J'ai eu cette chance pour Joyeux Noël. C'était la première fois que j'enregistrais avec eux à l'époque. Et j'étais bouleversé de ce contact, de ce son, de pouvoir diriger ces musiciens qui m'avaient fait rêver quand j'étais jeune. Et donc, j'étais d'autant plus la larme à l'œil quand ils m'ont applaudi à la fin et qu'ils m'ont fait tout un discours à la fin de ce film, de l'enregistrement. Vous avez préparé un mot, ça m'a bouleversé. Bravo, mais le Brussels Philharmonic chez nous, c'est pas mal non plus. Hein. Ah, mais c'était magnifique. Et d'ailleurs, demain, vous aurez un extrait du générique début du premier. Qui est très bien aussi, d'ailleurs. Oui, je me souviens très bien. Dirigé donc demain par Dirk Brosset. Oui, pour une fois, ce sera pas moi. Par l'excellent Dirk Maestro. Alors, on parle du dessin animé, de la difficulté d'écrire pour le dessin animé. J'aurais voulu parler aussi justement de l'orchestration. On n'a pas encore parlé de l'orchestration. Je suppose que maintenant vous êtes débordé de boulot et qu'on vous aide peut-être dans le domaine de l'orchestration, mais au début, on fait ses orchestrations soi-même. Et ça, franchement, c'est difficile, non ? L'orchestration, pour moi, comme je vous le disais au début, c'est indissociable de la composition. Je ne pourrais jamais laisser quelqu'un écrire une partie de flûte que je n'ai pas écrite ou du moins jouée sur ma session. Parce que pour moi, soit on compose pas. Mais si on compose, voilà. Alors, c'est un métier parfois qu'on oublie aussi, l'orchestrateur. Hein. Oui. Après, il y a des personnes que j'ai admirées comme Francis Lay, par exemple, qui est un mélodiste merveilleux, qui n'orchestrait pas, il n'avait pas cette culture-là. Ça n'empêche que je respecte son œuvre, que je trouve que c'est merveilleux et qu'il a assumé, il l'a dit, c'est pas quelque chose de caché. Voilà. Après, moi, comme je vous dis, j'ai commencé tout petit à faire ça. J'ai essayé d'écrire un concerto enfant, j'ai essayé de voir comment on écrivait les cordes, comment on écrivait les bois. J'ai appris un peu tout seul et j'ai continué à apprendre en enregistrant les musiques. C'est la meilleure école, vous savez, c'est d'enregistrer, de se tromper, donc de faire des courts-métrages, d'expérimenter beaucoup de choses. Et puis, au fur et à mesure, vous progressez et vous mettez des défis. Voilà, et c'est chaque fois un défi. La première fois que j'ai enregistré pour un orchestre symphonique complet, c'était un défi. J'espérais que mes cuivres sonnent bien, j'espérais que mes bois sonnent bien, j'espérais avoir bien écrit pour les harpes. Chaque instrument a ses spécificités, ses difficultés d'écriture. Est-ce que vous aimez tous les genres musicaux ? On peut vous dire partition jazz, ok, pas de problème ? Oui, j'en ai fait. J'ai fait du big band dans des comédies comme Mes très chers enfants, Mensonge et trahison, Mon crime récemment avec... Ah non, pour moi, la musique n'a pas de frontières, n'a pas de hiérarchie en disant ça c'est sérieux, c'est bien, c'est honorable comme musique parce que c'est symphonique, c'est de l'orchestre. Ça c'est de l'électronique, non, l'électronique, non, c'est quand même, c'est moins, c'est au-dessous, c'est moins, non, c'est si on est passionné, intéressé, respectueux de son travail, il n'y a pas de mauvaise musique. Si on y met le cœur, dans Boîte Noire par exemple, j'ai fait de l'électro beaucoup dans le film. Je me suis enfermé pendant des semaines et j'ai travaillé ça. J'avais un peu expérimenté ça avant
Mais je m'y suis mis. Voilà, certains ont dit ah mais qui sont tes programmeurs? J'ai dit non, j'ai pas de programmeur. J'ai acheté des synthés, j'ai acheté plein de choses. J'ai appris, je me suis plongé dedans et j'ai essayé honorablement de faire de mon mieux. Mais je ne ressentais pas dans ce film qu'il fallait autre chose. Je sais qu'il fallait ça. Donc je l'entendais dans ma tête. C'est juste qu'après, il faut un peu se relever les manches et puis essayer de donner ce qu'on a entendu en soi et d'être le plus sincère possible. Il y a une partition que j'aime beaucoup, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qu'on ne verra pas ici, en tout cas pas d'extrait. C'est Vision, musique beaucoup plus contemporaine. Oui, oui. Là, encore une fois, le film appelait quelque chose de plus organique, de plus presque malsain, parfois, du domaine du fantasme, du cauchemar, du thriller. Là, je suis en train d'en faire un nouveau avec ce même réalisateur de Boîte Noire sur l'intelligence artificielle. Donc, dans le thriller, c'est encore un autre langage. On peut se permettre des choses qu'on ne peut pas dans un drame ou dans une comédie, bien évidemment. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup... le dark aussi. On ne croit pas, quand on me connaît, on pense que j'aime que des histoires lyriques et sentimentales, et peut-être, je ne sais pas, mais j'aime aussi le côté obscur de la force. Tout à fait. Mais d'ailleurs, il y avait des accents hermaniens dans cette musique. Moi, ça m'évoquait parfois, je ne sais pas pourquoi, Vertigo, Hitchcock. Ah oui, parce qu'au début, il y a ces mouvements de cordes avec les arpèges. Voilà. C'est possible. Oui. Et après, ça devient beaucoup plus atonal. On est dans des choses vraiment d'écriture contemporaine. Non, vous supervisez toujours les orchestrations, toujours. Ah, mais je supervise pas, je fais toute l'orchestration. Voilà. Et après, maintenant, je suis aidé, comme vous le disiez, depuis quelques années, parce que, bon, c'est vrai qu'on m'a pris pour un fou un petit peu quand je suis arrivé à Londres avec mes partitions d'orchestre sous le bras, toutes écrites au crayon. Je me souviens très bien, la responsable de l'orchestre m'a dit « Oh, your orchestrator write by hand. Oh, je dis not, it's me, the orchestrator. C'était pour in the house, dans la maison. J'avais écrit 50 minutes de musique au crayon. Comme toutes mes musiques avant, j'écrivais au crayon le score, le full score. Et après, les demandes maintenant des réalisateurs vous amènent à composer jusqu'au dernier moment. Et alors qu'avant, on disait à telle date, on arrête la composition parce que j'orchestre. Vous ne pouvez plus composer, orchestrer, faire les maquettes, démos, full orchestre, full score, des maquettes, démos, et à la fois après orchestrer. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Donc je faisais les maquettes le jour et j'orchestrais by hand la nuit. Et c'était pas raisonnable parce que en fait, dans les maquettes, il y avait toutes les pistes. Les flûtes, les corps 1, corps 2, corps 3, harpe 1, harpe 2, célesta, piano. Je jouais toutes les pistes pour faire la démo, pour avoir toutes les pistes séparées quand on mixe après avec le vrai orchestre, pour pouvoir avoir un renfort, par exemple, de je sais pas, de corps. J'ai la piste que j'ai jouée. Donc, en fait, l'exigence des réalisateurs est quand même plus grande de ce côté-là qu'avant. Oui, parce qu'ils sont habitués à ce qu'on puisse composer jusqu'au dernier moment grâce à ce confort-là. Donc voilà, la différence, c'est que maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide à mettre sur papier toutes les orchestrations qui sont dans mon Logic, dans mon logiciel. Philippe Rombi, est-ce qu'il vous est arrivé de vous voir refuser une partition et elle était écrite ? Et puis finalement, écrite. Non, vous l'aviez composé, et puis voilà, finalement, comme c'est arrivé par exemple à Stanley Kubrick, enfin avec Stanley Kubrick et Jerry Goldsmith, 2001, Odyssée de l'espace, voilà. Oui. Ah, mais non, on va prendre... Non, merci. Écoutez, voilà. Ça, vous avez compris mon geste ? Je crois. Je n'en dirai pas plus. Jusqu'à présent, ça va. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est jamais à l'abri, donc ça doit quand même être assez difficile psychologiquement. Ah, j'imagine, oui, j'imagine. Donc il y a toujours une petite angoisse ou pas ? De se dire ça va peut-être pas plaire. Mais bien sûr, on a, vous savez, l'angoisse fait partie d'être compositeur. Je crois que d'être musicien, sans doute. D'être musicien et puis d'être compositeur, c'est avoir une page blanche tous les matins. Être compositeur, c'est dire à un réalisateur oui. Et après, vous lisez le scénario, alors ça t'a plu ? Oui. Tu fais la musique ? Oui. Et puis après, on rentre à la maison et bon. C'est quoi votre journée de travail ? La page, elle est blanche, il n'y a rien. Est-ce que je vais trouver ?
Et puis il y a une date, puis il y a un enregistrement prévu. Voilà, il y a des délais. Il y a des délais, mais C'est comme ça que vous faites? oui, c'est-à-dire je compose d'instinct. Voilà, donc je suis pas quelqu'un qui dit bon voilà, c'est telle heure, je compose, à telle heure je m'arrête, je mange, à telle heure je dors, etc. Bon, donc j'aime avoir une idée qui arrive d'une manière instinctive, spontanée, viscérale. Donc ça, évidemment, ça se commande pas comme ça. C'est pour ça que parfois je trouve un thème, 2 thèmes, 3 thèmes, mais je sais que je les ai trouvés parce que c'est le métier, j'ai l'habitude, ça vient, je me mets j'enclenche le bouton record et les idées viennent, mais pas l'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Quand est-ce qu'on sait qu'on a l'idée? On ressent quelque chose, c'est difficile à exprimer. On ressent une sensation qui fait que vous avez composé un thème, par exemple, et que ce thème va commencer à vous hanter. Vous allez le laisser, le lendemain matin, vous allez vous réveiller, il est là. Il est encore là. Et le lendemain, encore. Donc je ne donne pas tout de suite les thèmes. Je donne pas, j'attends de voir si ça va être le bon. Et pour l'instant, ça a toujours été le bon, mais... Ça fait combien de temps que ça dure? Oh, on va pas le dire. J'ai encore tous mes cheveux, comme vous voyez, donc vous savez très bien que je suis très jeune et que j'ai encore beaucoup... Non, ça dure, pourvu que ça dure encore, mais tant que c'est comme ça, spontané, ça me plaît, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il mais faut ça que ne vous donne reste... pas l'angoisse de se dire qu'un jour, ça peut se terminer? Mais tous les jours. On ne oui. sait pas si on va trouver de bonnes idées tout le temps. Mais c'est comme ça que je conçois la création. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne spontanément, il faut qu'on se dise « Ah, j'ai du bonheur à envoyer cette idée au réalisateur ». Et ça vous plaît d'ailleurs de travailler souvent avec le même réalisateur? Bon, je prends François Ozon parce que c'est celui qui nous marque le plus là. Et la collaboration est toujours bonne. Ça vous plaît de revoir le même réalisateur, de travailler pour lui? Ah oui, bien sûr, parce qu'on crée des liens, on se comprend mieux, on s'apprivoise au fil des films. Et par exemple, je sais certaines choses, je ne fais pas la peine parce que dans son cinéma, je sais que je ne ressens pas certaines idées que je pourrais donner à Christophe Baratier, par exemple, avec qui j'ai fait 4 ou 5 films maintenant. Ça va, dans le monde de Christophe, dans sa sensibilité, ça crée si vous voulez, un binôme, et les deux âmes se mélangent et créent une troisième. Voilà comment je vois une collaboration avec un réalisateur. Vous avez un artiste qui rencontre un autre artiste, l'ADN de l'un et de l'autre se mélange et ça donne quelque chose. Donc on ne peut pas avoir le même ADN avec un autre réalisateur. Le mélange ne sera pas le même, exactement le même. Ça peut se ressembler, ça peut se rapprocher, mais ça ne sera pas exactement le même. C'est pour ça qu'il y a tant de duos dans le domaine de la musique de film. Morricone, Leone, Herman, Hitchcock. Bien sûr. J'en passe. Vive l'humain et non l'intelligence artificielle. Ça, c'est tout un débat. Alors, prochain extrait que je regarde mes petites fiches, c'est on en est Franz. Voilà un film intimiste aussi, Franz, en noir et blanc. Ozon également, si je ne m'abuse. Oui. Avec l'excellent Pierre Ninet, un film sur la guerre post-14-18. Post-14-18, après la guerre, un film nommé, je crois, beaucoup de fois au César. Est-ce que vous avez été nommé également pour ce film? Oui, tout à fait. Vous avez eu une récompense? Non, moi j'ai des nominations surtout. Qui sont des récompenses pour moi déjà. Tout à fait. Et un prix d'honneur au Festival de Cannes. C'est vrai. C'est un grand honneur qu'on m'a fait cette année. Alors, pour Franz de François Ozon, on est dans une petite ville en Allemagne, en 1919. Anna, une jeune femme allemande, jouée par Paula Beer, pleure la mort de son fiancé Franz.
et qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Elle laisse des fleurs sur sa tombe, mais elle remarque régulièrement qu'il y a d'autres fleurs qui sont apportées sur sa tombe. Elle va faire la connaissance de celui qui est donc Pierre Ninet, qui apporte des fleurs sur la tombe de Franz. Pourquoi, comment? Tout est dans le film. Donc là, vraiment, on est dans un film en noir et blanc. Je ne sais pas si ça joue pour vous. Et Ça joue pour moi, et je vais vous dire très vite pourquoi. Tellement, c'est que j'avais, comme on a l'habitude de travailler avec François, il m'envoie le scénario avant, comme je vous l'ai dit, donc j'ai composé, il m'a donné des pistes, en me disant je vais faire un mélodrame en costume, ancien, etc. Assez, voilà, tu peux y aller, tu peux te faire plaisir, tu te rappelles Angel, bon, pas tout à fait Angel, il m'a dit, mais enfin, tu vois, voilà. Donc, n'ayant pas vu le film, ce qu'il allait faire de cette histoire, qui est ce scénario, j'avais écrit un thème beaucoup plus mélodramatique, beaucoup plus orchestral, etc. Et puis, ma chère épouse qui est là, qui est violoniste, a été demandée par François pour apprendre le violon à Pierre Ninet dans le film et à jouer le violon qu'on entend dans le film aussi. Donc, parce qu'il nous connaît depuis tellement d'années qu'il avait confiance en elle et c'est elle donc qui a appris le violon à Pierre Ninet. Et donc, je l'ai rejoint sur le tournage à la frontière allemande pour l'accompagner tout simplement et puis m'imprégner en même temps comme ça un petit peu du tournage du film. Et je vois donc l'ambiance, le jeu des acteurs, la direction d'acteurs de François, et je vais au combo, vous savez, le petit écran où on voit l'image du tournage, et je vois que c'est en noir et blanc. ça change? Ah oui. Donc j'ai dit à François, tu m'avais pas dit que c'était en noir et blanc. Et François est toujours plein de surprises, donc j'étais sûr qu'il avait fait exprès pour me, à la première projection, pour que je fasse, ah, c'est en noir et blanc. Bon. Et quand je suis rentré chez moi, cette musique que j'avais composée, je me suis dit, mais c'est plus tout à fait ce que j'ai vu. Et François, évidemment, ah, t'as composé quelque chose au tournage? Oui, j'ai commencé. Il me dit, ah, tu me l'envoies. J'ai dit, ah, attends, parce que là, je suis pas sûr. Il me dit, ah, je suis sûr, fais pas parce qu'il sait que je suis fébrile toujours quand j'envoie quelque chose. Il me dit, non, non, vas-y, envoie, voilà. Et effectivement, il m'a dit, ah, c'est un peu mélo, c'est un peu. Je dis, c'est pas tout à fait ce que j'ai ressenti sur le tournage, mais tu as voulu que je t'envoie vite, je te l'ai envoyé, mais. Et voilà l'anecdote du noir et blanc, parce que ça me fait penser à cette histoire de noir et blanc qui m'a beaucoup. Tout est important, vous savez, quand vous composez une musique de film, tout compte, les acteurs, le jeu, la couleur, la photo, le son, enfin, tout vous influence. Et donc il est important de voir déjà le tournage pour vous, ou simplement lecture du scénario, ça va? C'est important pour vous d'aller sur le tournage alors? Non, mais ça se produit rarement. Là, l'anecdote a fait que c'était en noir et blanc et que ça a eu un impact vraiment sur ma deuxième composition, qui était plus en raccord avec le film. On va voir l'extrait, là où la jeune femme, l'héroïne, recherche Pierre Ninet qu'elle n'a plus vu depuis un bout de temps, mais qui n'est pas Franz, puisque Franz est le fiancé décédé. Extrait donc du film Franz de François Ozon. Là, c'est évident que c'est une musique beaucoup plus intimiste, où on privilégie les violons, les cordes, non? Oui, j'avais entendu des cordes très, très vite dans ce film. Pourquoi? Après, vous savez, le film vous appelle une musique. C'est le film qui parle. Hein. C'est toujours la même chose. Il y a il fallait une pudeur dans la musique par rapport à l'histoire qui se joue. C'était pas la peine d'en rajouter. Il fallait quelque chose de tenu, de mystérieux, quelque chose qui vous hante. D'où ce thème insigneux, comme ça. Qui revient tout le temps. Ça joue sur les demi-tons. Pareil pour la suite, c'est une variation. Ça joue sur les demi-tons aussi. Non, je ne sais pas quoi vous dire parce que oui,
cette ambiance, ce climat, ce C'est un climat. drame, c'est un drame, appelle quelque chose de retenu, Oui, tout à fait. de sobre et de digne, voilà, Alors, de on privilégie, prudent. dans les extraits qu'on a entendus, souvent de la musique orchestrale. Comment voyez-vous l'évolution de la musique orchestrale dans la musique de film? Très bien. Très bien. Enfin, il y a des dangers, je sais pas. Non, pas très bien, non. Non, je pense que euh, dans l'industrie du cinéma, comme dans beaucoup d'ailleurs d'industries, on a un petit peu des extrêmes avec des gros projets avec des moyens et des petits projets. Il y a de moins en moins l'intermédiaire. Donc, quand il y a vraiment beaucoup de moyens, ben, bon, voilà, c'est normal. On a un orchestre, euh, quand on a des petits moyens, c'est normal qu'on ait rien, que les jeunes compositeurs, ce soit difficile. Et entre les deux, comme ça commence à disparaître, non, je pense qu'il y a un vrai, il y a un vrai danger de l'intelligence artificielle, des instruments virtuels qui sont de plus en plus perfectionnés. Donc on a des films où on fait l'impasse. À la télévision, par exemple, on entend beaucoup de choses qui ne sont pas faites avec des vrais musiciens. C'est un peu triste. C'est très triste pour les musiciens aussi, évidemment. Pour les musiciens, pour les compositeurs, voilà, Est-ce que c'est un cap et qu'on va revenir vers des choses plus authentiques, comme le vinyle qui revient? Oui. Je ne sais pas, mais il faut faire attention à ça. Bon, ce serait long, il faudrait. C'est un autre sujet. C'est une question. Donc voilà, on continue vaste. pendant 1 heure et puis. Non, alors on va terminer évidemment ici avec 2 extraits du film Joyeux Noël, encore la guerre 14-18, cette fois-ci en couleur. Christian Carillon, c'est le réalisateur. On retrouve Guillaume Canet. Voilà, Guillaume Canet. Il y a Danny Boone aussi. Voilà, et Diane Kruger qui fait la diva. Et là, on aborde un peu l'aspect musique classique et on va entendre tout d'abord l'Ave Maria. Et vous avez tenu aussi à ce qu'on écoute l'hymne des fraternisés. C'est avec la chorale Scala, je crois, belge. Oui. Tout à fait. Et l'Ave Maria, je précise que c'est l'Ave Maria de Philippe Rombi. Oui, parce que c'est vrai que c'est une anecdote dans le programme de World Stock Awards. C'est écrit que j'étais inspiré par Schubert et non, justement c'était un sujet parce que quand Christian Carillon m'a proposé le film, que j'ai lu le scénario, il m'a dit il y a un Ave Maria à tel moment du film. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre comme Ave Maria. Qu'en penses-tu? Il y a Gounod, il y a plein d'Ave Maria, il y en a quelques-uns. Et je dis ça dépend comment ça se passe, à quel moment elle va le chanter et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et là, il me raconte cette séquence à la fois au début du film où on entend l'Ave Maria avec l'orchestre. Là, je crois pas. Je crois que vous m'avez dit que vous avez choisi l'Ave Maria quand elle est sur le front. Oui, exact. Donc là, c'est a cappella. Alors, on n'entend pas l'harmonie qui va avec, mais bon. Vous l'entendrez dans le disque ou dans le film. Ou on entendra en tout cas l'harmonie de l'hymne des fraternisés. Oh oui, là, on entendra. Oui, c'est pas le même air, mais on entendra l'orchestre. Mais il m'a raconté comment ça allait se passer. Et donc là, j'ai évidemment mon inspiration s'est enclenchée. J'ai dit il faudrait que ça commence comme ça. Je me disais dans ma tête mais la dernière note, il faudrait qu'elle soit tenue en haut. Et il m'a dit je te vois pensif. Et je lui ai dit oui. Il m'a dit tu voudrais pas en composer un par hasard? J'ai dit écoute, je ne sais pas. J'ai écrit un Ave Maria quand ma grand-mère est décédée, mais il y a des années de ça, mais j'ai pas renouvelé l'expérience. Mais là, c'est très inspirant ce que tu me dis. Ça me donne envie d'essayer de quelque chose qui soit fait exprès pour le film. Il m'a dit si tu trouves ça, merveilleux. Voilà. On va écouter
Je précise que donc ce film, je crois que c'est une histoire vraie, hein, de la trêve de Noël entre Oui, tout à fait. Une histoire cachée. oui, Ouais. anglais, français, allemand, sur le terrain, sur le champ de bataille, avant de recommencer la guerre. Eh bien, ils vont s'offrir une trêve de Noël, un épisode musical, notamment avec la diva incarnée par Diane Kruger. Donc moi, écoutez, je vous propose quand même de terminer par les 2 extraits en suivant. On va changer un peu notre programme. Donc, l'Ave Maria, Diane Kruger, et l'hymne des fraternisés qu'on entend dans le générique de fin notamment, avec la chorale Scala, parce que le temps, malheureusement, avance et qu'il faut laisser la place au public. Alors, on écoute ces 2 extraits musicaux. Voilà, c'était quelques extraits de Joyeux Noël. La voix de la cantatrice était celle de Nathalie Dessay. Oui. Ça, il faut le dire quand même. Oui. Pas n'importe qui. Et puis cet hymne des fraternisés qui nous émeut au plus profond de nous-mêmes. Même en le réécoutant, je trouve ça très émouvant, Philippe Rombi. Merci. Alors, on a terminé notre conversation, mais pas vous. Alors maintenant, c'est le public qui va vous poser de véritables cols. Enfin, non, de bonnes questions. Bon. Voilà. Ben, merci Philippe Rombi, on l'applaudit. Merci. Alors, effectivement, les World Soundtrack Awards, c'est international. Et voilà, un jeune homme, je sais qu'il nous vient du Brésil, parce qu'il s'est présenté tout à l'heure. Il a une question à poser. Merci, madame. Allez-y, jeune homme. Monsieur Rombi. Attendez, on va vous apporter un micro. Comme toujours, les micros. Votre collaborateur, monsieur Ozon, ne cache pas son amour pour les chansons qu'il utilise souvent dans ses films. N'a-t-il jamais vous proposé d'écrire une chanson originale pour lui? Écoutez, non, ça ne s'est pas produit encore. On aurait pu le faire. Parce que je sais que Catherine Deneuve dans Potiche, qui chantonne mon thème du thème de Suzanne, à une époque on en aurait fait un 45 tours, et comme ça se faisait, on sortait un peu le thème du film en chanson. C'était une époque qui est révolue. On fait plus ça maintenant, puis en plus le disque maintenant. Bon bref, voilà, c'est un autre sujet encore. Même si je tiens toujours j'ai la chance qu'on me demande toujours quand je fais un film, les maisons de disques me contactent pour sortir le CD. Donc ça, c'est toujours agréable et j'y tiens, qu'il y ait un support physique pour les amateurs de musique de film qui aiment, comme je l'ai été moi quand j'étais plus jeune, avoir un objet à la maison de souvenir, quelque chose de concret. Donc je me battrai. Non, ça s'est pas produit, mais Dieu sait ce que nous réserve notre François Ozon. Alors, une autre question à Philippe Rombi. D'ailleurs, pour faire le lien entre Joyeux Noël et la question de monsieur, avec Dirk, on s'était dit que ce serait bien d'avoir le thème de Joyeux Noël au concert demain. Et il n'y avait pas de chœur dans l'orchestre. Et donc j'ai écrit une adaptation inédite de l'hymne des fraternisés que vous entendrez demain pour la première fois. Réorchestré. Voilà, pour orchestre symphonique. Chanteuse, justement. Ah, oui. Pour une soprano et orchestre. Ah, voilà. Autre question? Monsieur. Ah, deux monsieur. On va commencer par monsieur au bout de la file. Le micro, je ne sais pas. Venez, monsieur. Après tout, prenez mon micro. Félicitations pour votre travail et Merci vos beaucoup. explications. C'est génial de partager ça. Juste avoir une anecdote sur votre première rencontre avec un réalisateur. Au début, vous écrivez de la musique et puis voilà, si vous pouvez nous en dire un mot, comment ça se passe? À la première rencontre avec un réalisateur, bon, il y a eu les courts-métrages, donc ça, c'était le bonheur, enfin, de voir sur un écran un jour une musique de vous, qui est mixée, montée, enregistrée. Mais j'étais étudiant, donc voilà. Mais bon, la première expérience, c'était avec François, puisque le premier long-métrage, c'était avec François Ozon. Et l'expérience a été particulière, parce que forcément... Il avait fait appel à des compositeurs connus. Enfin, moi, je ne l'étais pas du tout. Je n'avais pas fait de film, donc c'était pas compliqué d'être plus connu que moi.
à l'époque. Et donc, ça n'avait pas fonctionné avec eux. Et en écoutant cette bande démo que j'avais laissée de mes courts-métrages à un producteur, qui était son producteur à l'époque, c'est un producteur qui avait apprécié mes musiques de courts-métrages. Il m'avait dit, mais il faudrait qu'un jour tu fasses un long-métrage, c'est pas possible. Oui. Voilà, donc cette bande démo a été donnée à François, qui a dit, mais c'est super, il faudrait le contacter. Donc voilà, j'ai fait un essai sur les amants criminels. J'ai composé une scène parce qu'ils avaient mis dans ce film que des musiques achetées, des musiques de source, classiques aussi d'ailleurs. Et ne trouvant pas des musiques originales qui leur conviennent, ils avaient rempli le film de synchro. Mais il y avait un endroit où ils ne trouvaient vraiment pas quelque chose qui marchait. Donc on m'avait envoyé une vidéo de la fin du film avec une seule scène. Donc j'ai fait la musique, le producteur m'a dit tu peux faire la musique, là c'était un jeudi je crois, François arrive mardi, il était en tournée pour son film précédent, et pour lui faire écouter j'ai dit oui. Et donc j'ai fait ce morceau tout de suite, et après j'ai quand même été curieux, j'ai voulu voir le film aussi, serait-ce que même pour composer ce morceau. Et en voyant le film, à la fin, il y avait un morceau de Dvorak, je crois, qui était posé. Alors le morceau, bien sûr, était très beau en soi, enregistré en plus avec, je crois que c'était l'orchestre de Chicago, Solti à la baguette, c'était magnifique. Mais pour le film, dommage, moi j'aurais pas fait ça. Donc j'appelle le producteur. Et je dis, voilà, j'explique. Et il me dit, mais si tu entends quelque chose, vas-y, fais-nous quelque chose. Hein. Le risque n'était pas grand pour lui à ce moment-là. Donc j'ai écrit un adagio pour cordes, toujours dans le laps de temps de 4 minutes. Et le mardi, je suis allé au rendez-vous au montage. Et le monteur son avait donc placé la musique qu'on m'avait commandée. Et je lui ai dit, j'ai apporté autre chose. Ah bon, mais non, mais là on a déjà quelque chose acheté. Mais tu as travaillé quand même. Je vais le caler et on montrera François quand il arrive. Donc cette musique a été calée aussi. Quand François est venu, il a vu la première musique. Il l'a écoutée 2 fois, 3 fois, 4 fois devant moi. Moi j'étais là derrière un petit peu fébrile. Et parce que quand même les synchros qu'ils avaient mises étaient quand même de meilleure qualité que des maquettes faites à la maison, surtout avec les moyens de l'époque, qui n'étaient pas les sons d'aujourd'hui. Et donc la première musique lui plaît, il dit bon, moi c'est chouette, bon très bien, alors parfait, ok, on est d'accord. Et là le monteur son lui dit attends, il y a une autre musique, ah bon, pourquoi ça, bon. Philippe a travaillé, ah bon d'accord, bon écoutons. Et il écoute cet adagio pour cordes, et là il se met à switcher entre le Dvorak et l'orchestre de Chicago et mes synthés avec mes sons en sky. Et moi derrière je transpirais avec des gouttes, mais c'est pas possible, c'est tellement plus beau. et donc il se retourne vers moi, il me dit tu peux enregistrer dans 10 jours parce que c'est mieux, ce que tu as fait ça marche mieux. J'ai dit oui bien sûr. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me montrer d'autres moments dans le film aussi. Il a dit à son monteur tiens, montre-lui la séquence de la barque, montre-lui le petit lien dans le bois là. Donc j'ai petit à petit fait des musiques un petit peu en plus, et c'est vraiment que quand il m'a proposé Sous le sable que j'ai su qu'il était vraiment heureux de ce premier contact. Voilà. Merci Philippe. Monsieur a aussi une question à poser. J'ai une question qui est peut-être un petit peu plus d'ordre technique, mais j'aimerais avoir votre avis par rapport au rapport avec la forme musicale dans le film, notamment avec la nécessité de s'exprimer musicalement parfois sur des très courtes durées de temps, de devoir tenir compte de synchronisme à l'image. J'ai l'impression que parfois la forme a tendance à en pâtir, ou du moins à être plus complexe à être mise en œuvre. Donc je serais très curieux d'avoir votre avis sur cette question, sur comment est-ce que vous réussissez à vous exprimer parfois sur des très courtes périodes de temps ou avec du dialogue par-dessus, etc. Très bonne question.
Non, c'est une bonne question parce que elle est à double sens. Il y a à la fois techniquement comment on fait pour faire des petits bouts de musique. Il y a aussi, j'ai l'impression, dans votre question, la peur peut-être d'une frustration de ne pas pouvoir s'exprimer. Je ne sais pas si je me trompe, mais voilà, je sens. J'ai eu la chance, dès mes premiers films, d'avoir des génériques, par exemple, ou des plages plus longues, comme cet adagio dont je vous parle, par exemple. Alors, évidemment, au début, je me suis dit, mais personne ne va remarquer que je fais de la musique de film, parce que je commence dans un cinéma d'auteur, un peu frileux par rapport à la musique. C'est vrai, François, au début, était frileux, il avait peur de la musique. Il pensait qu'il fallait mettre de la musique que si le film ne marchait pas, ne fonctionnait pas. C'était un petit peu l'école française, de l'école de cinéma française, du cinéma d'auteur, de la Fémis, où on a peur un peu. Et puis, il a très vite compris que, et c'est ça qui est important pour un compositeur, que j'étais là pour le film. J'étais pas là pour tirer la couverture. Et si on fait ce métier pour vouloir faire le concert qu'on va faire demain, c'est perdu d'avance. C'est-à-dire, il faut pas faire ce métier pour dire je veux qu'on me remarque, je veux qu'on bon, c'est vrai, moi je suis pas un bon exemple, je suis assez discret. Je cours pas les. Je suis là avec vous, mais c'est assez rare. Mais c'est pas le bon moyen pour se faire valoir, qu'on écoute votre musique toute seule, très fort, sur des longues plages. À ce moment-là, il vaut mieux faire des albums. Voilà. Par contre, si vous ne pensez pas à ça et que vous faites votre musique avec le cœur spontanément, on va vous demander peut-être à un moment donné, est-ce que tu peux me faire tout ce final parce que j'aime ce que tu fais. Ou tout le générique, ben, ça va être toi, comme dans Une hirondelle a fait le printemps. Christian Carion avait été touché par mes musiques de Sous le sable. Il m'a dit, toi, tu as un truc dans le cœur qui me parle. Et il m'a offert ce générique début. Il m'a dit, ça va être super, tu vas faire un truc, ça va être super. Il était confiant et j'ai eu cet écrin. Alors après, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je sais, à mes débuts aussi, je me suis dit, mon Dieu, mais il y a 12 secondes, et puis après 20 secondes, et puis après 4 secondes. Et parfois, oui, ça peut être un petit peu difficile de s'exprimer. Mais c'est important, ces 12 secondes, ces 26 secondes, ces petits bouts, de les construire de manière à ce qu'ils se suffisent en eux-mêmes, qu'ils aient une vraie existence en soi. C'est pour ça que je tiens toujours à... Je ne fais pas des... Par exemple, quand le film est remonté plusieurs fois, il arrive que des compositeurs, bon, ils n'ont pas le temps, ils passent à un autre film, et il y a des assistants qui remodèlent le morceau par rapport au nouveau montage. Ils le rééditent, le compositeur a autre chose à faire. Donc moi, ça, je ne souhaite pas faire ça. Donc je transforme. S'il faut transformer le morceau 20 fois, je transformerai le morceau 20 fois, mais je veux que ça commence comme ça, que ça puisse se finir d'une manière la plus élégante possible, et que dans ce petit laps de temps, le morceau soit ciselé de manière à ce qu'on ne s'en rende pas compte qu'il est amputé ou qu'il est coupé. Par exemple, tout à l'heure, vous avez eu un exemple dans France où la musique est coupée trop tôt pour moi. Mais c'est une façon de faire beaucoup dans le cinéma français où il y a un son, par exemple une porte qui claque, ça arrête la musique cut. Là, c'était la sonnette qui a arrêté. Mais normalement, il y avait une tenue qui faisait la porte s'ouvre, la tenue reste. Mais là, c'est un choix. C'est un choix de réalisation, tout simplement. C'est pas grave. Dans le CD, le morceau, vous l'aurez en entier, je vous rassure. Mais donc là, c'est vraiment voulu. Mais parfois, ça peut être frustrant, bien évidemment. Donc l'important, je pense que c'est de construire 12 secondes comme on construit 3 minutes, si on peut. Voilà. Mais non, mais bien sûr que c'est pas évident, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est d'essayer d'être juste avec le film, c'est le plus important. S'il faut couper là, c'est qu'il faut couper là. C'est parce que ça marche avec le film. Donc ça, c'est la règle numéro 1. Et après, si ces 20 secondes-là, on peut les construire d'une manière la plus... Évidemment, parler de forme, c'est un peu exagéré, mais qui est quand même un équilibre dans cette petite durée, c'est notre travail d'y arriver. Voilà.
Si j'ai répondu à votre question. D'autres questions? Bonjour. Merci pour toutes vos précisions et votre parcours. Pour rebondir à la fois sur cette question, mais aussi sur la précédente par rapport à ces écoutes et ces projections sur ce que sont les maquettes, les essais, etc. Vous parliez plutôt des banques de sons qui, effectivement, du point de vue d'un compositeur, ont tant le bâton pour se faire battre parce que, à la fois, on est très content de pouvoir proposer directement les idées et de projeter immédiatement ce que peut être une orchestration. Et en même temps, du coup, on se rend forcément disponible pour composer très tard et on se donne la possibilité pour eux de faire ça. Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés, pas forcément avec François Ozon, j'imagine, mais pour rendre possible aux réalisateurs la faculté de se projeter pour qu'ils puissent vraiment imaginer ce que vous faites. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà eu des difficultés à dire votre proposition, en fait, je comprends pas où vous voulez en venir, et parce que parce que le résultat n'est pas encore abouti, vous avez une version intermédiaire, un piano, ou non, mais là, le son, il va pas forcément être aussi beau, il va pas forcément être aussi... Je sais pas si je suis clair. Je crois comprendre, c'est-à-dire vous faites une démo avec vous faites une maquette et le réalisateur avec cette maquette ne lui suffit pas pour se projeter. Soit pour une question de maquette, soit pour une question de mixage, parce que vous donnez forcément un prémix, et que donc la musique n'est pas forcément dans l'espace, si vous proposez une musique diégétique par exemple. Voilà. Est-ce que les réalisateurs ont déjà eu des difficultés à se projeter votre idée dramaturgique ? Écoutez, pour l'instant, ça s'est plutôt pas mal passé. J'essaye de revenir le plus loin que je puisse. Non, j'ai pas de souvenir d'avoir eu un vrai problème avec ça. Parfois, oui, il peut y avoir un problème avec certains sons qui ne peuvent pas donner la nuance très précise de ce que vous voulez. Bon, je vais essayer de trouver un exemple, mais par exemple, vous avez des sons de trémolo de cordes. Donc, on va prendre puisque vous êtes précis, je vais essayer de l'être aussi. Vous avez par exemple une scène intimiste où il n'y a pas de suspense. Et vous avez un trémolo de cordes que vous entendez dans votre tête, assez vaporeux, pas très appuyé avec l'archet, et pas trop rapide. Et dans votre banque de sons, vous avez des trémolos, mais ils sont joués plus pour un thriller, suspense. Et vous ne pouvez pas vraiment exprimer. Donc, soit ça passe, soit le réalisateur peut vous dire c'est un peu tendu, là, par exemple. Et donc, à vous d'expliquer, oui, mais le son du sample est tendu. Je n'ai pas exactement le trémolo que j'aimerais avoir, et ça donnera plutôt quelque chose de... Donc après, vous vous mettez à être chanteur, interprète, traducteur de sons, banque de sons personnels. Enfin, après, vous faites tout ce que vous pouvez pour évoquer, bien évidemment. Et donc, soit vous... Bon, en principe, ça suffit. Et s'il vous fait confiance, ça suffit pour voilà. Et de lui rappeler... Souvenez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de sample et d'instruments virtuels. Ça aurait été du piano, mon ami, et tu aurais été obligé de te projeter un orchestre symphonique complet. Voilà, mais bon, non, bien sûr que les choses ont évolué, que je n'aurais pas dire ça, mais voilà, il y a quand même aussi une petite part de confiance. Et si jamais à l'enregistrement, il y a quelque chose qui est choquant, on peut toujours corriger. Mais bon, ça n'est pas arrivé, heureusement. Merci Philippe Rombi. Vous imaginez alors quand John Williams a donné ces 2 notes à Spielberg pour Jaws, ça a dû faire assez... Oui, non, mais c'est une autre époque. Et puis c'était un autre rapport de confiance qui était... Voilà, jeune homme. Encore une question, puis on devra conclure. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Avez-vous encore soit le besoin ou l'envie de composer de la musique de concert? Et si oui, avez-vous l'impression qu'il manque quelque chose, vu que je comprends que vous êtes surtout habitué maintenant de composer pour le film?
C'est vrai ça qu'on n'a pas parlé de la musique de concert, parce que bon, compositeur, c'est compositeur. Bah écoutez, j'ai vécu un peu un hyperespace là depuis mes débuts. Je composais des musiques de concert avant de faire la musique de film, et puis la musique de film m'a happé. Et puis c'était un rêve. Donc quand enfin on arrive à être heureux de faire cette musique de film, les années passent, les films s'enchaînent, et j'ai eu la chance que, comme je disais à monsieur tout à l'heure, dans les musiques de films que j'ai pu faire, j'ai, comme dans Joyeux Noël, créé des versions CD avec des morceaux qu'on peut jouer en concert. On me les demande d'ailleurs beaucoup dans le monde, sans rejouer. Alors c'est pas tous les films bien sûr, mais j'ai un peu cette satisfaction là que j'ai la chance par rapport aux musiques que j'ai pu composer, au style que j'ai pu faire, d'avoir cette lisibilité là qui est presque un peu parallèle à la musique à l'image. Les musiques vivent un peu en dehors. L'hymne des fraternisés vit en dehors, l'Ave Maria vit en dehors, il les chantait en concert. D'autres musiques comme me sont demandées aussi. Et là, pour des concerts on commence à me demander depuis plusieurs années, j'ai jamais le temps parce que je fais les films. Et je ne me verrai pas faire écrire des morceaux par d'autres pour m'aider pour le concert. C'est pas bien. Donc, je le ferai quand j'aurai le temps. Mais je le ferai moi, vous voyez. Et là, grâce à ces concerts, là, l'orchestre de Bruxelles demain, grâce à Radio France qui me rend hommage aussi en janvier, je suis en train de préparer 1 heure de musique. Donc, ce sont des versions concerts des musiques de films. Mais après, oui, j'ai un projet, je ne peux pas vous en parler, mais qui est purement musical en ce moment, que j'écris en parallèle de la musique de film. Mais pour l'instant, voilà, le cinéma m'accapare beaucoup, et je n'ai pas beaucoup le temps d'écrire des œuvres en dehors classiques, mais la vie est encore longue, j'espère. Merci Philippe Rombi, merci à vous cher public. Encore une question quand même, mais très vite. Sur quel projet travaillez-vous maintenant en film ? Là, je retrouve mon réalisateur de Boîte Noire, Yann Gozlan, pour qui j'ai écrit Boîte Noire et Vision. Et nous faisons un film qui s'appelle Dalloway, qui est un film sur justement l'intelligence artificielle, qui se mêle un petit peu, peut-être de trop près, des créateurs humains. Voilà. Merci à vous, merci cher public, et rendez-vous au concert demain pour la musique de Philippe Rombi. Merci.